Les Milwaukee Bucks sont champions. Bravo. Yeah, Léon. Ouais. Bravo Yanis. Bravo Jrou. Bravo. Bravo Chris. Bravo Chris, bravo Mike. Bravo Mike. Bravo Bobby. Bobby. Bravo Jeff, bravo Pat. Bravo Brooke et bravo tous les PJ. copains. Exactement, PJ et compagnie. Bravo Dante. Bon, il n'était pas là pour les finales et tout, mais... Pour jouer, mais bon, quand même, il sera sur le... Mais il compte. Tout à fait. Et, s'il vous plaît, et là je pense qu'on va faire un deuxième round d'applaudissements, bravo Axel Toupane, un Français champion NBA. Mais quand même, on a un Français de plus qui est champion NBA. Ouais. Bien joué Axel. Carrément, bien joué. C'est la base. On va parler évidemment de ce titre des Bucks. Vous étiez des millions hier sur la chaîne YouTube de Trash Talk à vivre ce match en direct. On était sur le canapé avec Alex, Bibi et Simon. On a vécu la véritable coronation de Giannis Antetokounmpo et des Bucks qui l'emportent en 6 matchs face aux Suns. Plein de choses qu'on va devoir évidemment débriefer, à la fois le match, le titre, toutes les implications que ça a. On va parler aussi des Suns, mine de rien quand même. Bah oui, forcément, bien sûr. 2-3 choses à devoir dire. Mais avant de te lancer sur le dance floor, Alex, vous savez qu'on aime bien faire des petites annonces. Certains ont cru comprendre ou pu comprendre que dans les jours à venir il y allait avoir d'autres petits événements basket. Ce n'est pas parce que la saison NBA est terminée qu'il n'y a plus rien sur Trash Talk. Basketball never stops. Exactement. Et donc ce dimanche à 14h sur votre chaîne YouTube préférée, vous aurez un match entre la France et les États-Unis aux Jeux Olympiques qui va être commenté en direct. Wow, c'est la revanche, hein. Ouais, même effectif. J'ai entendu dire qu'ils avaient peur. Hein. Oui. Ça tremble. C'est terrifié vénère. Ça tremble côté Team USA. Tout à fait. Dans une ambiance qui sera particulièrement silencieuse, mais ce sera ce dimanche à 14h. Par contre, oui, il n'y aura pas beaucoup de public. Il n'y aura pas beaucoup de public. On sera là sur le canapé avec Bibi et Alex, ça va être bien. On a déjà fait un classique, c'était en septembre 2019, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Ouais. Après, on n'est pas loin de 2 ans. Véritable classique de YouTube. Bah c'est un classique. Bah, disons qu'on a eu la chance de commenter depuis le canapé une victoire de la France sur les États-Unis. Exactement. Voilà. Hashtag. Ne parlez pas d'équipe C, tout ça, j'en ai rien à battre. On a battu les États-Unis. Dans l'histoire. Voilà. Dans Wikipédia, c'est ce qui est écrit. 1-0. Le bilan, il est très clair. Hashtag allez Evan. Donc prenez rendez-vous ce dimanche pour vivre ça ensemble. Il fera beau et on va vivre ça tous ensemble. On ne sait pas encore quel type de match ce sera, mais on va vivre ça. Et évidemment, autre bonne nouvelle, jeudi prochain, nous serons le 29 juillet. Dans la tout à nuit fait. du 29 au 30, de jeudi à vendredi. Exactement, comme chaque année, c'est un jeudi, la draft 2021, et donc... Même heure, même endroit. Allez, 1h du matin, cette fois, on sera sur la chaîne YouTube Trash Talk avec Simon, avec Alex, avec Bibi, avec Léon à la prod. Et on va se faire le premier tour de la draft 2021. C'est un événement immanquable. Vous étiez déjà la grand-messe. 1 milliard. La grand-messe. Exactement. Ils étaient déjà quoi, 1 milliard sur Twitch en novembre dernier? Ah oui. Vous en avez fait sur YouTube? 1,2 milliard, je crois. 1,2 milliard. Ouais. Tout à fait. Twitch la draft, YouTube les commentaires de match. Hein. Très important. Parce que des fois on me demande, donc je le redis. Tout à fait. Tu vois. Et même, concentrez-vous, on va pouvoir le dire en long et en large. Ouais, vas-y. Les matchs commentés en direct plutôt sur YouTube. Ouais. Et les événements qui sont pas des matchs plutôt sur Twitch. Je l'ai bien fait, Léon, c'est bon, c'est propre ou pas, Léon? On a des panneaux, on a des consignes. On prend des notes. Ouais. Voilà. Ouais. Donc la trade deadline, vous l'aviez vécu sur Twitch, vous étiez plus de 20 000. On était le feed numéro 1 dans le monde devant Gotaga et Ninja, évidemment. et là, on sera sur Twitch pour la draft. Donc double rendez-vous ce dimanche 14h et jeudi prochain 1h du matin. Pas mal. Bon, voilà, maintenant que ça c'est dit. On va pouvoir passer évidemment au basket. Et à la fête, puisque les Bucks sont champions NBA, 50 ans après 50 ans pile poil. Un petit titre, tout à fait. Les Bucks qui se sont imposés sur le Game 6. Plein de choses à devoir débriefer, Alex, mais j'ai envie de commencer quand même par la première info. On a vu un match complètement dingue d'un joueur pour fermer une série. C'est assez rare de vivre en direct ensemble un truc pareil quand même. Bah c'était un contexte différent, mais on a, en tout cas en direct, on a vécu ensemble LeBron 2016. Il y a quand même un petit match un peu sérieux pour finir la série quand même. Tout à fait. Voilà, c'est très différent, mais c'est quand même un petit match. En tout cas, moi j'ai trouvé plutôt sérieux. Plutôt sérieux en termes de basket, bien sûr. Après, en direct, non. Bon, il y avait 2013, LeBron encore. Tout à fait, avec le shoot de Ray Allen. Et quelque part 2012, la coronation de LeBron lorsqu'il bat le Thunder. Pour essayer de terminer ça. Mais à la limite, un joueur qui fait une grosse performance, c'est pas mal. Mais là, Giannis, il met 50 points. Et puis, il porte complètement sa team dans les moments où il faut. Ce troisième quart,
20 points. Alors que les Suns venaient de carrément bien redresser la barre dans le deuxième quart, enfin, on va dire, il est quand même bizarre, il est magnifique le match et tout, mais à la fin du premier quart, t'es d'accord ? Sur le canapé, on se regardait avec Simon et toi, on était là, genre vous me regardiez, genre vous aviez déjà la larme à l'œil, en mode Alex. Elle a été belle cette saison. Tes Suns, ça va se faire blowout, qu'est-ce qu'on va raconter en deuxième mi-temps ? C'est ça, il y avait quoi ? Il y avait 29-16, un truc comme ça à la fin du premier quart. C'est vrai que dans le deuxième quart, ça a été... Et puis il y avait 29-16, genre t'avais la sensation qu'il y avait 40 à 8. Bien quoi. sûr, on parlait du fait que Cameron Payne était le meilleur marqueur des Suns. C'est vrai que le deuxième quart-temps, ça a été un peu inversé. On a parlé du fait que c'était un peu la physionomie du Game 5, mais on change de spot, c'est-à-dire gros premier quart des Bucks, et après la réaction des Suns, jeu collectif, bon, Chris Paul, super, Cameron Payne encore... Du Jay Crowder dans le combat, bref, et ils sont devant de 5 à la mi-temps. Une mi-temps faible en tempo, en nombre de possessions, en nombre de tirs qui rentrent, il y a 47, 42, un truc comme ça, ouais, avec que 4 points de Devin Booker, je crois qu'on se disait genre... Très peu de points de Devin Booker, qui d'ailleurs passait à côté un peu de son Game 6 quand même, on va pas se mentir. Et puis, le troisième quart, Giannis, bordel. Giannis va mettre les deux pieds sur l'accélérateur, mettre 20 points dans ce troisième quart-temps en mettant absolument tout le monde dans la sauce. C'est le truc, c'est-à-dire on commence à voir qu'il y a des soucis de faute avec DeAndre Ayton et que on va arrêter les conneries, on en parlait d'ailleurs à la mi-temps, on va tout mettre à l'intérieur, et donc Giannis est la force intérieure la plus dominante là, dans cette série et cette saison, juste on peut dire sur Terre, on peut discuter, mais trop fort. Après évidemment il y en a qui vont dire Embiid et compagnie, mais là en tout cas en l'état, celui qui est encore debout c'est Giannis, il va faire une dinguerie totale dans le troisième quart, et pourtant même si Giannis est complètement dingue, c'est ça, il met 20 points dans le troisième quart, il fait des énormes contres. On démarre le quatrième quart-temps, on avait envoyé un tweet, on dit putain, il y a 77 partout, il y a égalité, putain. Ils sont encore là. Eh oui. Ils tiennent bien. En fait, ils tiennent jusqu'à grosso modo la moitié du quatrième quart. Et là, Giannis continue en fait. Il met tous ses lancers, je crois que c'est un 17 sur 19. Ouais. Il met tous ses lancers, il prend les rebonds qu'il faut, il met les contres qui font mal aussi, qui restent dans les têtes. Et il y a les shoots qui rentrent pas de côté Phoenix. Un wide open de Jay Crowder, ça rentre pas. Un wide open de Devin Booker, ça rentre pas. Ouais, et parfois les signes ne trompent pas. Sur le cercle, les signes ne trompent pas. Les petites actions défensives qui changent tout. Middleton qui fait pas un beau game 6, mais qui met quand même des tirs bien clutch. Jrue Holiday qui continue. Donc il vient de se faire embaucher chez Locksmith. Une marque de cadenas ou de serrure. Non, c'est vrai, franchement. Bien sûr. L'autre, il a fait un travail de sap sur Chris Paul et sur Devin Booker quand il a fallu, en fonction de ce qu'on lui demande, des switches éventuels et tout. C'est limite, il y a Giannis et tout, mais limite la défense de Milwaukee. Ouais, non, elle était incroyable. Sur ces finales, c'est monstrueux. Bien sûr, les deux premiers matchs c'était très compliqué, les ajustements ont été dingues, et on a cette physionomie, comme on le disait, qui est rarissime. Certains l'ont vu, on l'a balancé sur Twitter, d'être mené 2-0 dans une finale NBA et de revenir en l'emportant 4-2, ça c'est vraiment très rare. On a eu des équipes menées 2-0 et qui reviennent, tu citais les Cavs de 2016 qui ont été menées 2-0 et qui sont revenus pour gagner 4-3. Là on est plus sur le Miami 2006 où ils l'emportent 4-2 après avoir été mené 2-0. Giannis termine à 50 points avec 5 contres, plus d'une dizaine de rebonds, tous les lancers qui rentrent, et il y avait vraiment le côté bon. Il en a parlé en conférence de presse, on m'avait dit que je n'allais pas rentrer mes lancers. Chris Paul qui dit il s'attend lui-même pas rentrer mes lancers. Bien fait de se taire. On m'a dit que je n'allais peut-être pas rentrer mes lancers, on m'a dit que je devais bouger ailleurs, que je ne devais pas prolonger ici, on m'a dit ceci et cela, mais c'est comme ça que je voulais le faire. C'est magnifique ce qu'on a vu hier soir de la part d'un jeune joueur à 26 ans qui est en train de nous montrer à quel point il est légendaire. Devant son public, il a pris la pression et il s'en est servi comme d'une dose d'adrénaline, quoi. Hein. Bien sûr. Et il a surtout, ce qui est vraiment très impressionnant dans le match de Giannis, au-delà de la performance globale en elle-même, qui statistiquement c'est un truc de grand malade. Hein. Je crois que c'est le premier, c'est ça. C'est le premier 50 points avec 14 rebonds. 50-10-5, il n'y a jamais eu. Voilà, c'est ça. NBA. Après, il y a Jordan sur les Suns. Tu veux dire en match pour à 50 fermer points une série. Non, mais alors pour fermer une série, Jordan finale, ne l'a pas fait. C'est Bob Petit le seul qui l'a fait avec lui. Jordan, il n'a pas fermé les Suns. Non, il a fermé les Suns avec une quarantaine gentiment. Ouais. Mais non, c'est les deux seuls à avoir fini la série, c'est avec Bob Petit. Mais juste la liste, c'est LeBron, Rick Barry, Elgin Baylor. Ils sont 7 à avoir mis 100 points dans un match de finale NBA. 50 points dans un match de finale NBA, la liste est relativement courte. C'est ça. Et au-delà de tout ça, donc la performance statistique et tout, ce qui est vraiment fort, c'est le côté
qu'on commence à vraiment découvrir là avec ces playoffs de Giannis. Le côté, en même temps, il a un côté très humble, très je sais d'où je viens, je sais où je veux aller et tout. Et en même temps, il a un côté leadership absolument incroyable dans son joueur qui est, on l'a dit quand on commentait la nuit dernière, genre, il y a eu quelques actions où ça arrive sur lui. Ça sent que l'équipe elle est un peu en galère. Les Suns ils ont plutôt bien défendu dans l'ensemble, hein, tu vois. Ça sent que l'équipe est un peu en galère et tout. Bah Giannis il prend ses responsabilités, il va au cercle, il va chercher ses lancers, il a mis des fade away. Donc il n'a pas du tout reculé, il n'a pas du tout baissé les yeux. Il a pris le challenge et il l'a retourné quoi. Complètement. Faut le reconnaître. Bien sûr. Et d'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a, je crois que c'était Jeff Van Gundy au commentaire qui le soulignait et c'est dans la continuité de ce que tu disais en termes d'investissement de Giannis et donc de leadership. Ils ont fait un espèce de montage où tu vois au-delà des contres réalisés par Giannis, il y a des actions où tu sais il essaye de, on s'est demandé à un moment s'il s'était fait mal au dos, tu sais, en voulant faire un chase down, en allant chercher et Booker et Bridges et machin, etc. Et en fait l'effort de Giannis est tellement puissant sur tout un match que tu n'as même pas besoin de parler, tous les coéquipiers sont obligés de se donner à 4000. Donc Bobby Portis se donne à 4000. Donc Middleton se donne à 4000 même si ça rentre pas. Donc Jrue Holiday pareil. Brook Lopez. Le début de match de Brook Lopez. Bien sûr. S'il y a 13 points d'écart à la fin du premier quart, tu sais que le Brook Lopez il y est pas pour rien. Il y est pas pour rien. Il a terrorisé les drives des Suns. Bien sûr, il a mis un gros poster sur Ayton qui avait des problèmes de faute, mais c'est vrai que Giannis dans la perf globale, on avait vu. C'est assez extraordinaire de se dire que il y a 2 semaines. Allez, il y a 17 jours, la jambe elle était en W. On se demandait au Game 1 des finales NBA s'il allait jouer. Et à partir il est pas à 100% et tout. Wow, et à partir du Game 2, on a eu soit un match à 40 points, soit un match à 40 points, soit un match avec un contre all-time, soit un match à 30 points. C'est un match à 40 points le contre all-time, non ? Non, je crois pas. Ah non, d'accord. Oui. C'est un match, c'est le Game 4. C'est le 20-17. Ouais, c'est Middleton qui met la quarantaine. Ouais. Le Game 5, c'est un match à 30 points 9 rebonds, 6 passes, mais il fait un alley-oop qui terrorise les Suns parce que c'est le point de la défense, elle se voit pas. Bien sûr. Parce qu'on a les contres. Et il met 50 points pour finir. Il fait beaucoup de contres et tout, on voit les contres, mais il y a aussi tout ce qui conteste, tout ce qui change, tous les switches où bah tu switches. Genre, tu switches pour te débarrasser de Jrue Holiday ou de PJ Tucker, t'es devant Giannis. Bon, je sais pas si tu gagnes tellement au change. Hein. Non, c'est un cauchemar. Tu vois ? Donc, effectivement, il a été énorme. Il finit la série à 35 points, 13 rebonds, là j'ai sous les yeux, avec 5 passes, un peu plus d'une interception et presque 2 comptes par match. Avec donc 3 matchs à 40 points, un compte dans la légende et 50 points pour finir. C'est monstrueux. C'est une performance exceptionnelle. Ce sont des finales monstrueuses qui... Giannis, on va voir, hein, sa carrière, elle est loin d'être finie. Mais déjà, en fait, il vient de nous envoyer un span là, de 3 ans où il est MVP de régulière et défenseur de l'année en 2020. Et là, en 2021, bon, il n'est pas MVP, les Bucks sont que 3e et tout, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait une campagne de playoff de grand malade, des finales invraisemblables. Il est MVP des finales, il vient tamponner avec un titre. En retournant le hit, notamment, qu'il a mis la sauce dans la bulle au premier tour. Tout ça à 26 ans. En étant, on rajoute évidemment le premier joueur de l'histoire à être et progression de l'année, parce qu'en 2017 l'autre il avait annoncé quand même les bails. Progression de l'année, puis MVP, puis défenseur de l'année, puis MVP des finales, en scred total, parce qu'on sait que maintenant le match est devenu une farce, mais l'autre en mars il est un peu MVP du All-Star Game aussi, au milieu de tout le monde. Bon, c'est vrai. Tout à fait, mais je veux dire par là... Oui, non, on est content, c'est bien. C'est content, mais genre... Sur pas dire que ce soit un gros titre dans le complètement, mais sur le span de 3 ans, 3-4 ans comme tu dis, il y a ça, et en plus au milieu de tout ça, quoi qu'il arrive, All-NBA First Team et All-NBA Defensive First Team. Donc il y a un moment où nous on s'est marré pendant tous ces playoffs, et on en discutait tout à l'heure en off avec Léon, à chaque fois on ressort cette expression de Giannis tout droit, etc. Et il y a eu plein de punchlines qui ont été faites sur le fait que c'est un style de jeu particulier, Giannis. C'est atypique, c'est sûr. C'est très atypique, et il y a déjà eu des embrouilles avec James Harden qui dit moi j'aimerais bien par exemple juste galoper et sauter et faire 2m13 et très bien. On peut ne pas aimer le jeu de Giannis, mais il y a quelque chose qui est juste absolument indéniable, c'est qu'on a un mec qui redéfinit déjà avec ses qualités athlétiques, mentales et techniques, comment son poste doit se jouer, parce qu'il y a des intérieurs là qui vont se dire genre en fait le poste c'est quoi du coup, c'est un ailier fort, c'est un pivot, c'est juste un joueur de basket, c'est un 2 sans shoot, il prend des 3 points, on comprend pas trop, il redéfinit certaines règles, il montre une courbe de carrière qui est fascinante à 26 ans, parce que là il est à 26 ans, je sais qu'il y a plein de gens qui nous ont dit top 100 all-time update. Oui, top 100 all-time update. Sûr, on arrive. Parce que là, il y a un CV lot de sa carrière, il s'arrêterait demain. On touche du bois pour que ça arrive pas. C'est quand même assez extraordinaire.
on voit des garçons qui ont suivi un petit peu un certain chemin, le chemin LeBron, où on a vu notamment du KD, où on a vu certains garçons aussi prendre cette voie-là, on a vu du Kawhi faire des grosses choses avec Toronto. Giannis, là, j'ai rarement vu ça, en fait. Bah en fait le truc c'est que tout à l'heure t'as dit là on peut ne pas aimer son jeu. Je suis d'accord avec toi mais je mettrais quand même une petite nuance. On peut ne pas aimer son jeu offensif. Je peux comprendre vu qu'il a pas un vrai shoot, Bien sûr. qu'il a pas vraiment shoot à 3 points, que bon là il a mis ses lancers la nuit dernière mais enfin d'une manière générale c'est quand même pas ouf hein, on est d'accord. Par contre j'ai du mal à comprendre quand les critiques vont oui son QI c'est un bourrin et tout. Regardez-le défendre. Sa défense, il a les qualités athlétiques incroyables qui aident à défendre, mais trouvez-moi des immenses défenseurs qui n'ont pas des belles qualités athlétiques, il ne doit pas y en avoir non plus des masses. Dans l'ensemble, quand on fait des top 10 de défenseurs et tout, on est là, ouais, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, David Robinson. Donc au basket, ouais, spoiler, ça aide les qualités athlétiques pour défendre et pour attaquer, mais là, je parle de défense, mais son QI, sa façon de tout le temps être bien placé, sa façon de comprendre les match-ups, de venir faire les aides et tout, enfin, waouh! Du coup, des deux côtés du terrain, c'est pour ça, bon, j'ai pas mal de gens qui me sont dit qu'est-ce que tu as dit dans le live hier, t'as dit que c'était le plus dominant de la ligue. Bah oui, si tu prends les deux côtés du terrain, en ce moment, il y a qui? Il y a Kawhi, mais il était blessé. Voilà, il est dans cette catégorie-là. Il est dominant. Il domine. Quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que même les matchs où il rate ses lancers, par exemple, je crois que c'est le match d'avant, il finit à 4 sur 11 ou 4 sur 12, comme ça. En vous laissant presque revenir et passer devant, d'ailleurs. Ça fait... En fait, ça permet éventuellement à l'équipe adverse de revenir, mais du coup, il amène tellement dans tout le reste, en fait, que ouais, il finit par être dominant, en fait. Ouais. C'est un peu comme quand Kawhi, c'est pas pour comparer Kawhi, mais on dit oui, il parle pas, il est pas assez vocal et tout. Ouais, mais en même temps, il les a tués, les adversaires, là. Bien sûr. Et point barre. Bien sûr. Tu vois, genre, tout n'est pas parfait. Et ça peut pas être parfait tout à fait parce que Giannis à un moment il faudra qu'il ait des défauts et on les a justement soulignés que ce soit les lancers quand même le shoot c'est quand même indéniable. Le shoot c'est quand même indéniable tout à fait. On a vu attention les prémices qui sont super flippantes de Giannis qui commence à avoir vraiment des petits shoots à mi-distance, certains qui ne forcent pas trop genre attention. Là, quand il commence à mettre des fadeaway. Il commence à mettre des fadeaway avec dire derrière les spin moves là. Arrêtez, ça sert à rien. Quand ça bloque derrière son spin move et que l'autre il se démonte pas, il envoie un fadeaway sur la mauvaise jambe. Ouais. Et que mentalement il se soit pas débilé parce que honnêtement, quand tu as le souci qu'il a eu à la jambe, et de dire derrière je vais me donner à 4000%, parce qu'il y avait un vrai risque. Dans une saison normale, je pense que les Suns auraient dit, les Bucks auraient dit, vas-y, 3 semaines de repos, et puis on arrête les conneries. Là, il y avait un vrai risque qui est pris. Il a mis tout ça de côté pour vraiment se donner à fond. C'est aussi, je trouve assez intéressant de voir que les dernières années, parce qu'on est de la génération, enfin en tout cas la génération récente, c'est plutôt LeBron, etc., on est habitué à avoir des ailiers all-around, où on a vu du LeBron, KD, Kawhi, Paul George, Jimmy Butler. Ouais. On a vu des garçons prendre un petit peu ce créneau-là, et donc du coup on fait, et c'est normal, l'éloge de ces ailiers ultra polyvalents des deux côtés du terrain. Giannis, c'est un nouveau format. C'est déjà plus à l'intérieur. Et ça fait très longtemps qu'on a vu, enfin je veux dire c'est quand la dernière fois qu'on a vu vraiment un titre dominé par un joueur intérieur qui défonce tout dans la raquette. Ouais parce que sinon j'allais te dire Dirk mais c'est pas dans la raquette. C'est un joueur intérieur mais ça se passe pas vraiment. C'est ça. Donc c'est Shaq en fait. C'est ça que t'es en train de dire? Putain, c'est qui sinon? Bah, le truc c'est qu'après on peut toujours revenir sur Duncan ou sur Shaq, mais sinon. Duncan, tant pour moi, bien sûr. Duncan, oui, moi je pense à Duncan. Duncan 2003, Duncan 2005. Oui. Même Duncan 2007, c'est encore bien sérieux. 2007, c'est lui. Oh, oui. Mais sinon, c'est nouveau, tu vois, j'ai l'impression. C'est Duncan, t'as raison. C'est Duncan et Shaq. C'est ça. Wow. Et j'ai l'impression qu'on était revenu sur certains de ces éléments-là avec Giannis, et ça. Je crois que ça en frustre aussi certains, ou ça en titille un peu certains, parce que on est dans cette ère de la two-way, ultra polyvalence. J'ai un shoot de 10 mètres, parce que génération de Curry aussi. Et donc, Giannis, il est pas dans le même moule que tout le monde. Non. Mais putain, c'est indéniablement efficace. Il est 2 fois meilleur bilan de la conférence Est. La seule fois où il l'est pas, il est champion NBA. Et puis il domine en défense aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui dominent pas assez en défense. Donc ils sont peut-être bien plus équipés en termes de talent pur, de shoot et de finition que Giannis. Encore faut-il qu'il score plus que Giannis, parce que Giannis score énormément malgré son côté frustre parfois en attaque. Il score beaucoup. C'est compliqué de l'empêcher de scorer. Parce que pourquoi ? Parce qu'il réfléchit, parce qu'il a compris comment il devait faire pour scorer en fait. Bien sûr. C'est tout. Il a appris des leçons. Les Raptors, le Heat. Ah ouais. Les Raptors en 2019, le Heat l'année dernière en 2020. Et là il est revenu et on voit les gens l'attendent, mais il trouve, il cherche, il lâche jamais rien et tout.
Alors oui, on va nous dire oui, mais si Kevin Durant avait fait 2 pointures de moins, les Bucks... Oui, mais non, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est comme ça. Regardez le ralenti, vous verrez, malheureusement pour les Nets, Kevin Durant a le bout de la chaussure sur la ligne. C'est ça. Et peut-être que Alex n'aurait pas les Suns en finale s'il dit c'était pas fait la cuisse ou tu vois ce que je veux dire, ou peut-être que Kawhi. Non mais j'en sais rien. Je veux dire par là les Raptors aussi, on peut continuer à dire oui les Raptors ils ont peut-être pas une bannière si tu veux, mais si ma grand-mère si ma grand-mère en avait, ce sera mon oncle. Ils l'ont et Giannis la mérite amplement. Et c'est sa bague, elle est méritée. Et juste pour ponctuer là-dessus sur Giannis, si on avait un des gros actuels là, qui est là depuis longtemps, LeBron, KD, Harden, Curry, tout ce que vous voulez. Si on avait un mec comme ça, qui terminait le travail à la maison avec un match à 50 points, il y a un moment, il faut rendre le même respect à certains et aux autres. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire si les Nets avaient fait ça... Avec KD à 50 points ou Harden a fait à coup de step back. Alors il y aurait ceux qui disent ouais mais non, les step back c'est marché. Pardon, mais genre juste... Désolé. Un match à 50 points pour close out et aller gagner un titre n'importe avec lequel des toute la défense qui va avec toute la défense bien sûr. J'insiste. Mais oui, tout à fait. Les Suns sont pas mis 100 points. Hein. Mais n'importe lequel des gros comme ça aurait une liasse de félicitations, d'éloges, d'hommages, etc. Mettons aussi sur Giannis le respect, et quelque part mettons aussi le respect sur les autres garçons, parce que là on parlait en porte d'intro de Giannis, mais quelle délivrance pour Mike Budenholzer et pour tous les garçons de cette équipe. Mike Budenholzer, il a fait des bons ajustements dans ses finales. Hein. Ouais. Faut le reconnaître. Hein. Ouais, playoff même du match. Il a fait des bons... Ouais, mais là, en finale, tu vois, il était mené 2-0 par des Suns, genre, tu te dis, hop. Tu sais, tu te dis, à 2-0, tu te dis, ouais, ils jouent beaucoup mieux, quoi, les Suns. Quoi. Quelqu'un a vu Bryn Forbes depuis le Game 3 ou pas ? Ouais, voilà, Bryn Forbes, il a pas rejoué. Non, utilisation de Bobby Portis, utilisation de Pat Connaughton, utilisation de Brook Lopez aussi, les bonnes minutes au bon moment. Évidemment, il a maintenu sa confiance en Middleton, qui n'a pas été d'une régularité folle, mais qui a sorti des énormes matchs quand il a fallu. Plus la nuit dernière, mine de rien, attention, il y a du clutch. Hein. Fait pas un beau match. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il est clutch, sans foirer ? C'est le système Bucks, hein, ils sont dingues. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, vas-y, continue, on a confiance en notre système. Ah bon ? Bah oui, il y a le titre au bout. C'est-à-dire que Giannis, il dit, ah mais Chris Middleton, il est à 2 sur 57 au tir. Vas-y, tu prends tous les shoots du 4ème quart. Ouais. Parce que si ça rentre, l'autre, c'est Jordan. Ouais, c'est ça, exactement. La défense de Jrue Holiday, le rôle qui lui a été attribué, la confiance qui lui a été donnée, l'entente qu'il a l'air d'avoir avec Giannis et avec Middleton, c'est-à-dire que les deux là, Jrue et Middleton, c'est pas des mecs expansifs, c'est pas des gars que tu retrouves en train de mettre des punchlines sur Twitter ou dans le Bleacher Report ou je sais pas quoi. Giannis a un peu plus, tu vois. Giannis, il a pas peur de la conférence de presse. Déjà, il assume son rôle de tête de gondole et puis même, il n'a pas peur de dire qu'il est pas là pour se faire des amis, qu'il veut rester à Milwaukee, qu'il en a rien à péter des regroupements de superstars et tout, tu vois, genre Middleton, Jrue sont là, oui, non, mais ça vous intéresse pas, c'est comme, tu vois. On a mis plus de points que l'adversaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien joué. Je suis content, on a bien shooté. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Tu vois, et du coup, il y a vraiment un équilibre dans ce groupe Bucks entre ce leader, ces deux lieutenants qui sont des gars plus discrets, le côté kéké d'un Brook Lopez, le côté possédé de Bobby Portis, parce que Bobby Portis, avec sa gueule de possédé, l'autre quand il rentre la nuit dernière dans le match, il fait mal. Il est propre, il est technique, il fait mal aux Suns. Hein. Avant le coup de chaud de Middleton sur le 4ème quart, c'est le deuxième meilleur joueur des Bucks sur il fait mal. Sur la rencontre, c'est le facteur ultime. Quand on regarde les profils de chacun de ces gars, c'est marrant parce que tu mentionnes parce qu'on a parlé sur le site de Trash Talk, allez voir notamment, groupe, hein. Tout à fait, allez voir tous les articles qui ont été écrits sur le site de Trash Talk parce que ça a été détaillé. Et la bise à toute l'équipe de rédaction, c'est quand tu prends les gars un par un. Chris Middleton, c'est donc un second tour de draft qui a été paumé dans un deal de Détroit avec Brandon Knight. Ouais, c'est ça. Jrue Holiday a été récupéré contre 4 futurs à grands frais. Tours de draft, on ça paye, hein. Nom de Dieu, et ça paye. Exactement, prise de risque et ça paye. Brook Lopez souvenez-vous, Brook Lopez Lakers. Brook Lopez, quand il est aux Lakers, donc c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Nets dans la franchise, hein, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, mais quand il sort des Lakers, il y en a qui disent mais il a même plus sa place en NBA. Ouais, en fait, il est titulaire dans une équipe championne. Et ça devient un stretch 5 ultra bon protecteur d'arceau. Protecteur de cercle, exactement. Qui fait le travail comme jamais. Ils ont fait confiance à Pat Connaughton, qu'ils ont prolongé là en scred avant le début de saison. C'est le management de Milwaukee peut se balader là en bas et bomber le torse pendant 5 mois parce que c'est incroyable. Ils marchent comme ça dans la rue, les mecs. Hein. Il y a zéro notion, hormis le risque que tu as pris, qui est correct, hein, le risque Jrue Holiday, mais de laisser passer Brogdon, de prendre Bledsoe et de le prendre Jrue Holiday, mais sinon, ce sont que des coups réussis. Puis là, ils sont bien. Giannis est signé et forcément content.
connaissant le bonhomme, ça va avoir envie de mettre le back-to-back sur la table. Enfin, tu vois, genre voilà. Middleton est signé pour un petit moment. Jrue Holiday aussi. Enfin, et leur Big Three, là, il est là, quoi. Il est là, il est à Milwaukee. Ils ont pas 34 ans. Hein. Non, ça va, hein. C'est qui le vieux là-dedans? C'est Holiday? C'est Jrue. Ouais, 31, je crois. 31. Ouais, bon. Ça va encore, ça quoi. Va, hein. Vu ce qu'il vient de pondre en finale, j'ai l'impression qu'il tient encore bien le choc, hein. Ils ont de la marge. C'est beau, et c'est beau pour les fans des Bucks, et je sais qu'il y en a plein des fans des Bucks évidemment qui ont connu toutes les phases, parce que avec le mouvement Giannis, il y en a plein qui évidemment ont rejoint le bateau, et c'est normal, parce que quand tu vois un joueur comme ça aussi fort, c'est beau, et surtout avec le jeu des Bucks aussi, qui a évolué, qui a fait des transitions. On parlait du jeu dans la bulle qui était hyper stéréotypé, où on se disait, ok, on sait quand ça va faire, swing de la balle, 3 points, si ça rentre pas, on n'a pas de solution, sinon on court en contre-attaque, il suffit de mettre un mur, évolution du jeu. Je pense aussi évidemment à tous les copains qui ont connu les années Fear the Deer avec Brandon Jennings, Bucks in Six, Carlos Delfino, Andrew Bogut. Je veux dire, c'est aussi une franchise qui n'a jamais été trop sexy, tu vois, sur le paysage NBA. Elle est toujours pas en plus, parce que quand tu vois la hype modérée quand même de ces finales ouais, par rapport au niveau de jeu qu'on a eu sur le parquet. Mais bien sûr. Et je dis pas ça parce qu'il y avait Mason sur le parquet, je dis ça parce qu'on s'est régalé. Bien sûr. À plusieurs reprises. À part le match 3 qui est vraiment un blowout où tu sais que c'est fini vite. Hein. Franchement, les 2 premiers de Phoenix, c'est des belles masterpieces. Match 4, match 5, c'est match 5, il est génial. Et ce match 6, franchement, c'est un beau match. Hein. Avec un mec à 50 points, mais ouais, c'est comme tu disais, ils vont pas être plus sexy que ça, mais au moins, ils ont le coup de tampon, genre, ok. On voulait mettre le max du max et montrer à Giannis que c'était ici que ça se passait. On en déconnait. Et on pointait du doigt, quel qu'il soit, hein, pas forcément nous, mais la couverture médiatique qu'il y avait, parce que c'était Giannis doit bouger, va bouger, etc. Et de le voir en conférence de presse et de taper du poing sur la table en disant « Putain, j'ai fait confiance à ce système-là. Et je sais que je nage à contre-courant, parce que en ce moment, c'est... L'autre actualité, c'est quoi? C'est Damian Lillard. C'est les garçons qui essaient de voir si ça bouge ou pas, et pourtant Damian Lillard, je sais si... Damian Lillard, c'est les protocoles Covid anti-Team USA ou des trucs comme ça, quoi. Mais ce que je veux dire en termes d'actualité, c'est surtout des draft un peu. Tout à fait, mais sinon, ce que je veux dire par là avec Damian Lillard, c'est des mecs qui vont rejoindre d'autres mecs pour essayer d'avoir des titres dans ce sens-là. Oui, alors Giannis, il est contre-courant total. Et Giannis dit, putain, laissez-moi, je croyais en Milwaukee, je croyais en ce système, je croyais en ce coach, et... on ne pourra jamais, ça y est, c'est acté, on ne pourra jamais retirer qu'il a bien fait sur ce truc et que Milwaukee a bien fait. Est-ce que c'est pas aussi un signe de, comme tu disais, la NBA drivée par les ailiers qui sont polyvalents, qui sont all-around et tout? Est-ce que c'est pas un signe justement pour certains types de joueurs qui se plaignent de ne pas pouvoir aller au bout? Je parle pas forcément de Lillard, mais il peut être inclus dans ce package-là, un signe de leur dire... Peut-être sors-toi peut-être les doigts aussi sur le terrain. Bah tu vois. Le côté two-way. Ouais, le côté two-way, le côté montrer l'exemple, le côté leadership, le côté donner envie à tes copains. Je pense que c'est pas, tu vois, genre je pense que Lillard est un excellent leader. Je pense qu'il a donné énormément aux Blazers et tout. Je pense que dans certains moments clés, je pense que Giannis le out-lead, mais de ouf, et il vient de le montrer parce qu'il a su progresser avec le temps et travailler sur ses qualités pour en fait peser des 2 côtés du terrain, parce qu'on le dit toujours, l'attaque c'est cool, mais defense wins championship. Avec le cas Giannis, c'est assez vrai. Avec le cas Kawhi et les Raptors, bah pardon, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu vrai. Les Lakers l'année dernière, bah t'as quand même Anthony Davis, et même Bron, il a donné tout. Puis Bron, je crois que du niveau all-around, même si là avec l'âge ça défend moins, je pense qu'au niveau all-around on peut quand même dire que c'est correct. Ouais. Hein. Et les Warriors de l'époque, de la grande époque, bah ça défendait quand même sévèrement le plomb, avec des vrais leaders défensifs et tout, des mecs qui... Je parle pas forcément de Steph Curry. Steph Curry, je le mets plus en catégorie Lillard, c'est-à-dire que ça donne un peu en défense, ça fait l'effort, mais tu vois, c'est pas l'impulsion première de l'équipe. J'ai l'impression que ces gros ailiers qui sont capables de donner l'impulsion première de l'équipe dans tous les compartiments du jeu sont un peu la clé là de cette NBA moderne. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Je pense qu'il va y avoir en effet un espèce de point d'honneur qui va être remis sur le côté donnez-vous à fond des 2 côtés du terrain. Ça c'est bien. Je crois aussi qu'il y a des managements qui vont se rendre compte qu'il y a un moment il faut prendre des risques en fait. Et qu'en 3 ans, tu viens d'avoir les Raptors qui ont dit ok on sait pas.
Et là, les Raptors, je suis désolé, spoiler, on va voir ce qui se passe avec Siakam et la draft. Ils sont partis pour un no man's land de plusieurs années, ils en ont rien à foutre. T'en as rien Je sais pas, branlé. dites-nous les fans des Raptors, mais ils ont une bannière au plafond. Mais la bannière, elle est là-haut, et les fans des Raptors, ils sont là, genre, vas-y, c'est bon. Nous, on a battu les Warriors de qui vous voulez, mais juste, on a la bague, on a le titre. On a eu une cérémonie avec Marc Gasol qui se piche la gueule, avec Kyle Lowry, il va avoir une statue. Il y a la bague, on ne pourra jamais nous enlever ça. Ouais. Les Lakers, on le sait, ça a l'air facile comme ça, mais lorsqu'il a été question d'hypothéquer son avenir et d'aller prendre Anthony Davis, ça a payé derrière. Là, on a une finale, on en a parlé, où les Suns ont dit... Mais c'est vrai, t'as raison, les Suns, ok, ils sont pas champions, mais les risques ont quand même vachement payé. Putain, pardon. Sur Chris Paul, la séquence qui est retombée sur les réseaux sociaux, là, on s'est marré, où tu sais, il y a certains qui ont ressorti le côté non, tu sais, on veut pas prendre Chris Paul pour sa dernière année de contrat, tu sais, c'est des trucs qu'on avait dit à l'époque. J'ai dit avant le Thunder, c'est vrai que... Non, mais on l'a dit mutuellement, tu vois, le risque pris. Le risque était pris, était énorme. Et ça a été pareil pour les Bucks, qui, certes, ont pris jour idée, donc peut-être ont le risque moyen, mais n'oubliez pas qu'au moment où ces finales commencent, il y a un staff médical, il y a une star qui disent putain, t'es notre investissement à 250 millions de dollars sur 5 ans, mais on est à 2 semaines d'un titre, putain, on y va quoi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas tu prends des risques, ça marche. Parce qu'il y a des franchises qui vont se planter en hypothéquant de fou. Bien sûr, c'est high risk. Pour avoir un high reward, il faut prendre des gros risques. C'est... Voilà, les dernières années nous le montrent. Et ça permet peut-être de transitionner gentiment vers les Suns qui eux aussi s'ils sont en finale c'est parce qu'ils ont pris des gros risques. Chris Paul, ils ont pris des vrais paris, c'est-à-dire que tu vas chercher Jay Crowder pour l'ajouter à ton effectif, tu fais les petits coups, tu rajoutes du Torrey Craig, du machin et tout, mais évidemment le gros risque c'est Chris Paul, c'est son contrat, c'est son âge, c'est le fait que est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, on va peut-être pouvoir en parler ou quoi. Bien sûr. Est-ce qu'on sait qu'il peut, et d'ailleurs il s'est blessé pendant ses playoffs, mais c'est passé quand même parce qu'il y avait quand même un alignement des planètes assez sérieux côté Suns, mais clairement les Suns font partie de la catégorie, ils ont pris des risques et quand même ils ont été bien récompensés, même si pas comme les Raptors, quoi. Du coup, il n'y a pas la bannière au plafond. Il n'y a pas la bannière. Et on va parler justement des Suns maintenant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la bannière, mais quel parcours et quelle saison extraordinaire des Suns. Deuxième de la NBA, donc de la conférence Ouest au classement, qui nous ont régalé. En play-off, parfait lorsqu'il faut terminer les Lakers au premier tour, lorsqu'il faut défoncer les Nuggets en demi, et bien terminer le travail face aux Clippers. Dans les risques, souviens-toi aussi de notre réaction commune lorsque Cam Johnson est drafté en 10. Et en soi, ce sera peut-être pas un jour un joueur top 10 de sa draft, mais ça a été une des belles stories aussi. Il a été bien utilisé. Et puis, il est en train certainement de dépasser les attentes en termes de ce qu'il peut proposer. Bien sûr. Donc oui, bien sûr. Après, c'est encore un autre type de risque, on va dire. Tu vois, genre... La marche semblait un peu haute pour vous. On parlait du fait notamment que pour certains... Il faut passer par là, pour DeAndre Ayton, notamment, Booker. Qu'on a vu là sur tout à fait Booker. DeAndre Ayton, pour qui ça a été compliqué sur la fin de match. Bridges aussi, tout à fait. En fait, ils ont bien tenu le choc. Les Suns ont bien tenu le choc, ils ont mené 2-0. Donc la frustration est énorme parce qu'ils ont mené 2-0 surtout. Je veux dire, à la limite, il y aurait moins de frustration, peut-être plus grosse volée dans la gueule. Mais si tu prends 4-1, tu te fais mener 3-0, il y a 3-1, même 4-1, tu vois, je sais pas. Là, tu menais 2-0, donc t'y crois. Tu t'y vois en fait, tu te dis oh putain, il suffit de gagner à la maison en fait, tu vois, genre on peut le faire quoi. Bon voilà, les Bucks, donc ça, ils ont quand même, malgré les déceptions, ils ont quand même bien tenu le choc. Il y a eu ce Game 4 qu'il fallait gagner pour certainement... Celui-là, ouais, tu l'as en travers. Ah, bien sûr que tu l'as en travers, parce que tu tombes sur un énorme match de Devin Booker, tu tombes sur un match pas ouf au shoot des Bucks, et tu as un match vraiment mauvais de Chris Paul, un match faiblard de Bridges, un match qui, avec un money time extrêmement mal géré par et Chris Paul et Booker, enfin, tu vois, genre, voilà quoi. Donc, malheureusement, tu le perds celui-là, et là tu as complètement remis les Bucks après leur blowout, tu les as complètement remis dans la série. Mais en attendant, ils ont quand même tenu le coup au match 4, qu'ils ont perdu bêtement. Ensuite au match 5, tu tiens le coup, tu le perds à la maison. Même au match 6 en fait, tu vois là on l'a dit, ils sont revenus et tout. Il y a moins 4 à 4 minutes de la fin. Chris Paul envoie quand même presque 22 points avec 8 passes d'aise sur sa série de finale. Booker est à 28 points par match pour ses premières finales. DeAndre Ayton, il est genre à 16-12 quoi, 16 points, 12 rebonds, enfin tu vois genre Bridges et tout, donc ça a progressé, mais oui, ils étaient un peu trop courts, la marche était un peu trop haute. Ça fait surtout, en tant que fan des Suns, tu dis putain, on n'était pas si loin que ça de la bannière. Quelque part aussi, tu dis par rapport à tout ce que Chris Paul vient de donner à la franchise des Suns, t'as un peu les boules qu'il ait raté
quelque part, raté, c'est peut-être un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, genre qu'il n'ait pas été complètement à Il a son mal rendez-vous fini sa avec série, l'histoire, quoi. Il a mal fini sa série. On est d'accord. Hormis le Game 6, les 3 derniers matchs sont ratés. Tcha, ça fait mal au cœur par rapport à tout ce qu'il a donné avant et qu'on peut pas dire le contraire sans lui. Quand je dis raté, excusez-moi, parce que je sais qu'il y en a qui vont séquencer, il y a certes 21 points et 11 passes, mais on a déjà parlé du Game 5, Non, on c'est a pas déjà l'impact. parlé, ça, c'est pas l'impact qu'on attend, il n'y a pas le leadership dans le body language, dans le mental. Enfin, on voit bien, quoi. Il s'est fait manger par Holiday, il s'est fait manger par le leadership adverse et ouais, peut-être il était un peu émoussé physiquement par moment, on verra et tout. D'ailleurs, moi j'ai vu sa tronche en conférence de presse, il était dépité, quoi. Dépité, je comprends parce que quelque part, vu le joueur intelligent que c'est et vu comment il connaît bien la NBA, il sait très bien qu'il vient de laisser passer une fenêtre de tir, mais genre très probablement, il n'en aura pas d'autre. Tout à C'est fait. probable vu qu'il a 36 ans. Tout à fait, ou alors il en a une autre, mais elle est pas aussi belle. C'est-à-dire que c'est pas genre, ok, les Lakers passent au premier tour parce que du coup ça allait pour avec AD, il n'y a pas de Jamal Murray, Kawhi se blesse, on va jusqu'en. Et c'est pas pour enlever du crédit aux Suns, ils ont été Non. excellents, mais ils y vont. Et au moment où tu démarres les finales, on s'est regardé genre, Yanis il est pas à 100%, Ouais. On mène 2-0, dis donc. ça mène de 0, genre. Ouais. La fenêtre de tir, elle est dingue. Le rendez-vous avec l'histoire, il est ouf. Et c'est vrai qu'on sait pas encore. Évidemment, On va voir c'est ce pour qu'il va Chris faire. Paul. On va voir ce qu'il va faire. Il y Et a on des sait pas rumeurs encore, là qui voilà. tournent comme quoi il ne prendrait pas sa player option pour obtenir un contrat sur par exemple 3 ans, moins cher à l'année. Hein. Je crois qu'il a une player option à 44 millions. Mais il obtiendrait 80 ou 90 peut-être sur 3 ans. Est-ce que c'est à Phoenix ou est-ce que c'est ailleurs? On verra. Il y a cette rumeur qui tourne. Ça se trouve, il va tout simplement prendre sa player option et refaire une petite année avec les Suns. Hein. C'est pas impossible vu Moi, qu'ils j'aurais viennent le de seum, perdre. De quoi? Moi j'aurais le seum. Le somme de quoi? Qu'ils prennent sa player option à 44 millions. Ouah, franchement. Ah bah moi aussi, hein, mais je peux mec, pas l'en t'en empêcher. Et Oui, puis bah oui. il a quand même, on peut pas nier qu'il a apporté un truc de ouf. Mais oui, bien sûr, j'aurais le somme, évidemment. Putain. Parce que c'est que ça. Évidemment que j'aurais le somme. 44 millions, oh. Bah, tu bousilles complètement le salary cap. Du coup, c'est quoi la prio On a Ayton à payer, Bridges à payer, on a trop de gars à payer. Bon, après, c'est des gars qui prendront, tu vois. Dans le cap. Donc, puis surtout, ils prendront L'année suivante. l'année où Chris Paul, Ça va il y kiffer. aura de la négo, quoi. Donc, ça se gère. Mais effectivement, il va y avoir un vrai questionnement, surtout que connaissant l'ami Cricri, il est déjà dans la réflexion dans ces trucs contractuels et tout. Je pense qu'il aurait bien envie d'avoir un contrat un peu plus long quand même, je pense. Tu peux avoir un contrat plus long, tu peux avoir aussi Là, c'est le bon timing. Hein. dédicace à Magic Johnson qui a attendu une demi-heure avant la fin du match pour dire si j'étais Chris Paul, Twitter, hein, allez voir. Hein. Si je sais pas si tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il a dit encore l'autre? Tu l'as pas vu? Non. Ah Qu'est-ce bah, qu'il a fait regardez encore la tête d'Alex dans 30 secondes. Il y a déjà Magic Johnson, Draymond il a Green qui a téléphoné limite du parking à Devin Booker. Non, là, mais tu il est vois, énervé, là. regardez bien la tête d'Alex. Il y a Magic Ouais, Johnson ce qui qu'il a a pris dit. son compte Twitter et Ouais. qui a dit si j'étais Chris Paul, Ouais. le premier coup de téléphone que je passerai est mot pour mot. Hein. Ouais. C'est à mon ami LeBron James des Los Angeles Lakers. Oh, ah ouais, genre le corps est même pas froid encore, c'est ça? Ah, quel Ça fait enfoiré, une celui-là. demi-heure que le match est terminé, que Magic il a genre Chris Paul à la main avec LeBron et Anthony Davis. Bon. Il y a des rumeurs sur Si Chris les Paul. Lakers veulent le payer 44 millions. Non, après ce sera Ça un wink va. wink. Il y a des rumeurs sur Chris Paul. C'est indéniable. On a parlé des Knicks, on a parlé des machins. On sent quand même que le mec n'a jamais été aussi proche d'un titre et qu'il a envie de jouer dans une équipe qui peut mener jusqu'au titre. Est-ce qu'il aura le sentiment que ça peut se refaire avec les Suns? Je pense que oui. Parce qu'il il a beaucoup parlé quand même de ce qui se passe avec Monty Williams, avec qui il a une relation fusionnelle, avec Devin Booker, où il a passé l'année, qui a comme meilleur avocat de Devin Booker que Chris Paul, à avoir dit mais le mec est trop fort, Et le mec, ça s'est vu là. et ça s'est vu. Donc Ça s'est vu en playoff quand même. c'est le meilleur guard des finales NBA. No disrespect envers Middleton ou Chris Paul ou Jrue Holiday, je pense qu'on peut le dire. Oui, oui. Le mec a 23 25 24. Il va avoir 25 ans. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que Chris Paul peut avoir l'occasion de jouer avec un Big Three de jeunes. Donc Booker, Ayton, Mikal. Je dis Big Three de jeunes, hein, vous m'avez compris. Donc 3 jeunes Un de trio de talent. jeunes. Un trio de 3 jeunes. jeunes de talent qui viennent de faire plus 1000 en XP là, en l'espace de 6 semaines. Non? Waouh. Plus 1000 là. J'ai- Alors là, parce que là, la saison prochaine, Chris Paul ou pas? On va voir. Si Chris Paul s'en va, t'es attirant là. L'avantage des Suns maintenant, c'est que si Chris Paul s'en va, je peux te dire que les quelques agents libres meneurs qui vont être dispo, Il y a du monde. si Ouais, James comme Jones, les- Monty Williams et Booker t'appellent, bah tu sais que tu décroches et puis t'écoutes ce qu'on a à te dire. Hein. Alors évidemment, Chris Paul c'est assez exceptionnel comme
comme qualité de meneur, comme qualité de passeur, comme gestionnaire. Enfin, évidemment, il a des qualités qui vont être compliquées à remplacer. Hein. Moi, je dis pas que je veux que Chris Paul s'en aille. Juste que si c'est son choix, parce qu'il a quand même le choix, vu qu'il a une player option, hein, donc c'est pas les Suns qui maîtrisent. Il y aura possibilité pour les Suns, et ça c'est très nouveau, et c'est là peut-être la plus grande victoire des Suns, c'est qu'en fait là, l'avenir, il existe en fait. J'allais dire il est radieux, mais c'est même pas le sujet, il existe. C'est-à-dire que là, moi tu m'enlèves Chris Paul et tu me dis c'est je sais pas qui, Lonzo Ball, non, Mike Conley. Mike Conley est très bien, voilà, par exemple, très très bien. Je pense que ça peut être très complémentaire. Vu comment il a pu être complémentaire de Mitchell, je vois pas comment il serait pas complémentaire de Booker, par exemple, tu vois. Tu me dis ça, je fais bah ouais. Bah donc on est une équipe, on est quoi? On est un top 4 à l'ouest alors, c'est ça l'idée? Parce qu'en fait Ayton maintenant, bah ça y est, c'est acté, hein. C'est 18-12 hein, dans vos bouches tout le temps avec de la grosse défense. Puis bah tu peux plus laisser Michael Bridges, puis Jake Crowder il reste parce qu'il est content. Puis en fait Torrey Craig, l'Arizona, ça lui va bien. Et en fait tu construis aussi un groupe comme ça. Donc il y a quelque chose de cool dans cette défaite des Suns qui fout les boules et qui est frustrante. C'est le côté genre bon. Il y a grosse frustration parce que t'as pas la bannière au plafond. Par contre, tu te dis, bon, la saison prochaine, tu vois, genre, je vais arriver, je vais dire, bon, alors, c'est quoi le calendrier de début de saison? Tiens, alors, victoire, allez, ça faut gagner aussi. Puis ça, on va là-bas, faut gagner. Et le road trip, on n'a pas peur, et ainsi de suite. Il y a un message très clair. Il y a de l'XP qui voilà, quoi. Bien sûr. Il y a un message très clair qui a été envoyé par les Suns, ça je suis d'accord, et c'était tellement une belle vitrine pour vous parce que pour Devin Booker, je pense que le message il est clair. Les gens vont commencer à dire bah du coup oui c'est un All-Star mais on ne discute plus, merci. Un petit peu de la même manière que comme ça s'est passé pour Trae Young avec les discussions qu'il y a eu lors du dernier All-Star Game où il n'y avait pas eu de sélection. Pour Devin Booker, les choses elles sont claires, pour Michael Bridges aussi. Et quelque part même pour ce qu'est Phoenix, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens je pense qui retiennent les Suns notamment à domicile avec le public etc. Moi je serais même pas étonné, tu sais à chaque fois quand au mois d'août il y a les calendriers qui sortent, moi je serais même pas étonné que lorsqu'il y a des discussions attention ça c'est un signe hein. Si on joue à Christmas, si on joue au Christmas Day, bah moi je pense que en tout cas entre le public, l'identité que vous avez, le côté très appealing de Devin Booker qui on le rappelle quand même débarque en Cadillac au match et avec Kendall Jenner etc. Enfin je veux dire il y a des éléments qui sont mainstream, c'est très important aussi pour la communication de la NBA. Je ne serais pas étonné que lorsqu'il y a des matchs en antenne nationale, vous passiez de 4-5 à 12-13 en fait, sur la saison prochaine. Et donc du coup, tu as plus de maillots de Devin Booker, parce qu'en fait, tu n'en parles plus comme un... du coup, est-ce que c'est Paul Pierce des débuts des Celtics, ou en fait c'est un joueur qui rend pas les autres meilleurs, ou en fait juste on lui a donné l'opportunité et le mec est trop fort? Là ça y est, c'est le débat est clos. Le débat est clos. David Booker est un franchise player. Devin Booker donne envie de voir à quoi ça va être quand il va être dans son prime. Il a 24 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, il en a 28. Qu'est-ce que ça va être? Et je pense qu'il peut donner envie à des ailiers ou à des meneurs de venir à Phoenix. Ouais. Tu vois, genre de se dire, ok. Bien sûr. Bah ouais. Tu vois, genre, ouais, je veux bien jouer à côté de Devin Booker en fait. La seule question, c'est en effet, c'est le truc que tu as souligné, c'est quand ça fait autant d'années que tu n'as pas été en finale NBA, c'est quand la prochaine fois? Bah c'est ça, c'est la fenêtre de tir. Et ça, à l'ouest... J'ai bien dit, hein, je suis resté prudent, j'ai dit, tu vois, est-ce que quoi qu'il arrive, Phoenix n'est pas un peu un top 4 à l'ouest, mais un top 4 à l'ouest, ça veut pas dire que tu vas en finale NBA, ça, hein. À Utah. Parce que là, l'alignement des planètes de ces playoffs-là, c'est un délire, et on peut pas le nier, tu vois. C'est un délire. Je rappelle que les Clippers, on les a joués sans Kawhi Leonard, quoi. Genre, les Nuggets avec Jamal Murray... C'est pas pour faire offense aux Nuggets, je pense que les Suns peuvent passer. Ça se trouve, les Nuggets seraient passés. Mais les Clippers avec Kawhi, vu ce qu'ils nous ont fait sans, tu sais que je pense que ça aurait quand même été une drôle de chanson. Peut-être ça aurait pu se faire aussi, mais en tout cas, waouh! Non, ça aurait été chaud. Si tu jouais les Leonard quand même. Complètement. Si tu jouais Anthony Davis sans problème. Ouais, aussi. Le premier tour à la con. Mais le truc quand même, on en avait parlé lors de la preview. Le truc qui était avantageux pour les Suns, c'était la continuité de cette régulière des Lakers qui n'était pas très bonne, ils n'étaient pas en bonne dynamique. En plus, ils ont eu des blessures, mais ils n'étaient pas dans une... LeBron n'était pas à 100%, il y avait beaucoup de petites choses avec, comment il s'appelle, Kentavius a raté des matchs et tout, il y avait beaucoup de choses, donc oui, avec un AD à 100% ou quoi, bien sûr, c'était une complètement toute autre série, mais il y avait un côté dynamique qui était quand même à l'avantage des Suns, alors qu'arriver en finale de conf face à ces Clippers-là, s'ils avaient eu Kawhi...
Non, c'est sûr. la dynamique des Clippers, elle était quand même très très sale. Hein. Bien sûr. Donc ça aurait été vraiment, c'est ça que je veux dire. Là, il y a vraiment un alignement. Là, tu vas sur vraiment la cerise sur le gâteau de l'alignement des planètes, quoi. Et c'est ce qui faisait notamment que malheureusement, en début de preview, ça avait été dit et annoncé par beaucoup d'observateurs, c'est que le perdant de ces finales NBA allait forcément se bouffer les doigts pendant tout l'été, parce que on ne sait pas. Et parce que quelque part, on l'a dit, l'avenir il est brillant, enfin on va voir, mais l'avenir il existe à Phoenix avec des joueurs à développer et un bon management. Ça aussi, ça développe. T'es d'accord, débarquer dans les previews, je te coupe 2 secondes, genre non mais bien sûr. Sauf si vraiment ils appuient sur le bouton rouge et qu'ils cassent cet effectif, mais j'y crois pas un instant. Non. Tu vois. Mais sinon, on va être là, on va dire, bon, attends, Phoenix, c'est quoi? Ils vont en playoff, ouais, ils vont en playoff, c'est sûr. Mais combien de wins? Tu vois, c'est plus la même réflexion, quoi. À partir du moment où il y a un nouveau management et où il y a des jeunes, il y a un avenir. Donc ça, pour ça, les Suns, c'est très bien. Pour les Bucks, autant on a dit, c'est pas la même s'il y a pas, s'il y a Kawhi, s'il y a Anthony Davis. Pour les Bucks, si on n'a pas eu les soucis qu'il y a eu pour James Harden, Kyrie Irving, on sait aussi de quoi il en est. Aussi, il y a un petit alignement de planète sérieux. Hein. Et il y a plein de gens évidemment qui se sont demandé ce que ça aurait donné si les Sixers avaient été capables de terminer les Hawks. Aussi après, très bien, c'était pas blessé, mais ça c'est pas de la faute des Bucks. Hein. Les Sixers, c'est encore un autre sujet. Ça. C'est pas leur faute, évidemment. Je remets juste le niveau d'égalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont remis ça sur la table sans discréditer. Le but, c'est de pas de discréditer le titre des Bucks ou les Suns dans leur parcours. C'est juste de rappeler que là, il y a eu une vraie fenêtre de tir, que les Bucks et les Suns se sont arrivés en finale et se sont croisés en disant mec, il y a un titre, mais celui qui le prend là, il le prend vraiment parce que l'autre, si ça se trouve, bye bye. Si ça se trouve, la saison prochaine, en effet, et Yannis en a parlé dans la conférence de presse, il est là genre, moi j'ai eu mon titre, je profite du moment parce que si ça se trouve, l'année prochaine, bah en fait, KD, il est ultra vénère avec les Nets. Et t'es comme un connard parce qu'en fait il roule sur la conférence Est et t'es là genre ou c'est toi qui as une blessure. Ou c'est toi qui as une blessure. Dans les playoffs au mauvais moment. Et en fait les Suns font, et désolé parce que ça arrive aussi comme scénario, ce qu'on a pu voir en 2012 avec le Thunder, où en fait tu vois une équipe qui est en finale NBA où tu te dis yes, next, sur les 7 prochaines saisons, tu peux avoir peut-être 3 à 4 finales NBA et on attend toujours la prochaine finale du Thunder. Complètement. Ça existe dans l'histoire en fait. Des one shot où tu te dis genre puis tout va tellement vite. En NBA, on n'arrête pas de le répéter, mais tout va tellement vite. C'est-à-dire que là, c'est quoi là? C'est que, je sais pas, on va se retrouver avec Damian Lillard à Dallas. Puis en fait, ne bouge pas. La conférence Ouest, c'est plus la même, parce qu'en fait, il y a Lillard et Doncic qui jouent dans la même équipe, et en fait, c'est l'enfer. Oui, bon, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, hein? Voilà. Donc, évidemment, tout va tellement vite qu'il fallait la prendre celle-là pour foutre la bannière au plafond et qu'on n'en parle plus, qu'il y ait une putain de bannière au plafond des Suns. Bon bah c'est pas le cas. Donc maintenant, faut se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire un avenir. Exactement. Et donc on conclut, évidemment là on est très content, c'est qu'on a eu des pures finales NBA 2021, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu, c'est vraiment une très très belle cuvée, hein, cette finale Bucks Suns, on a l'occasion de revoir tout ça en replay, c'est aussi l'occasion de dire qu'on a kiffé quand même cette saison, l'info elle continue, hein, ça s'arrête pas, hein, je le répète et je vais le répéter, hein, ça enchaîne de fou, mais juste la saison 2020-21 elle est terminée, saison ultra particulière, on en parlait hier soir en live Alex, le fait que ça a démarré juste avant Noël, qu'on a eu des matchs annulés, qu'on a eu du play-in tournament, il y a eu du safety protocol, c'était une saison vraiment chelou, hein. Hyper bizarre, mais en même temps beaucoup de blessures en effet sur les playoffs, et en même temps beaucoup de performances de jeunes. On a vu Ja Morant, on a vu Trae Young, on a vu Devin Booker, on a vu plein de joueurs exploser comme ça, on s'est dit genre wow, l'avenir est radieux. Luka qu'on va attendre évidemment. C'est un petit peu la petite conclusion de cette saison NBA 2021 avec un Giannis qui donc à 26 ans va devoir nous forcer gentiment à faire des classements all-time prochainement, mais on va lui donner un peu de temps parce que là il faut profiter, hein. Et à 26 ans ça commence à faire un beau palmarès, évidemment comme d'hab tu le sais, je te laisse avec... petit jump, non? Ah oui, il va faire un petit jump. Je vais te laisser avec le mot de la fin évidemment et puis après on va faire la bise aux gens, hein. Dimanche, France-États-Unis 14h sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ça fait. Jeudi de la semaine prochaine, le 29, dans la nuit du 29 au 30, donc vendredi en fait, hein. Genre c'est quoi, c'est minuit et demi, 1h du mat qu'on prend l'antenne sur la chaîne Twitch, hein, de Trash Talk, la draft, la grand-messe avec Simon. Exactement. Analyse de tous les pics, analyse fine bien sûr évidemment. Et expertise. Et puis après, à partir du 2 août, il y a la free agency, il y a les marchés de transferts qui s'ouvrent. Ouais, la Summer League.
Ouais, il y a un peu de Summer League. Enfin après, voilà tu te quoi. retournes et après. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Après tu fais bon, j'ai pris une petite sub. Ah bah non. Ah bah non. Voilà. C'est la fameuse intro que vous connaissez de Léonce. Du coup, on fait plein de bisous. Bravo aux fans des Bucks, magnifique titre. Courage aux fans des Suns, évidemment, avec Alex. On va lui plein de bisous. Et on se retrouve très vite ce dimanche. Ciao. Évidemment, sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao à tous. Ciao.